Que la paix soit sur vous, mes très chers frères et sœurs. Que ce soit frères et sœurs issus de mon peuple, ou les frères et sœurs de douleur, quelle que soit leur couleur de peau. C'est avec un grand bonheur et une grande affection qu'on vous retrouve. Et on ne peut pas commencer, bien évidemment, cette allocution sans remercier le Tout-Puissant, sans qui, clairement et simplement, rien ne pourrait se faire en ce qui concerne le combat que nous menons contre l'impérialisme de manière générale. Quel que soit le nom qu'on lui donne, il n'y a de Dieu que Dieu. Ne l'oubliez jamais. C'est grâce à lui qu'on respire, c'est grâce à lui qu'on marche, c'est grâce à lui qu'on vit. Et c'est important de le rappeler et de toujours lui donner sa gratitude. Quel que soit le nom que vous vouliez lui donner, attestez toujours qu'il n'y a de Dieu que Dieu. C'est important que je le précise. Introduction effectuée, il est aussi important que je vous remercie. Je vous remercie parce que comme vous le savez, on ne s'est pas exprimé depuis un certain temps, depuis très longtemps. Et la dernière fois que vous m'avez entendu, c'était suite à l'expulsion, à l'agression qu'on avait subie des policiers, à l'arrestation, puis donc à l'expulsion du Sénégal. Je confonds avec la Côte d'Ivoire qui a été une autre expulsion. Et il est évident que si nous menons ce combat, c'est parce que d'abord il y a Dieu Tout-Puissant, et c'est parce qu'ensuite il y a l'amour, il y a la fraternité, il y a la gratitude et la foi en notre combat de tellement de gens. Partout dans les rues où nous allons, partout dans les aéroports, partout où nous allons. Les gens lèvent le poing. Des frères et sœurs, des papas, des mamans, des jeunes, des vieux, des gens de tout genre, des gens de toute classe sociale, des gens de toute teinte, nous donnent la force. Parce qu'ils comprennent que ce combat que nous menons, on ne le mène pas pour nous. Ça aurait été tellement plus facile qu'on fasse autre chose. On avait toutes les facilités pour faire autre chose. Mais Dieu Tout-Puissant nous a assigné à ce combat et nous allons le mener jusqu'au bout. Et l'amour que vous nous donnez, c'est l'essence. C'est l'essence qui irrigue la voiture de ce combat anti-impérialiste qui est dirigé donc, en ce qui nous concerne, par urgence panafricaniste. Alors la chronique d'aujourd'hui, pour qu'on puisse rentrer dans le fond du sujet, elle va être multiforme, elle sera multi-axiale. Il y aura différentes thématiques que l'on va aborder. La première thématique, mais de manière générale, je vous le dis, on va parler notamment donc, des maladies. Je pense qu'en ce moment, c'est important de parler des maladies, je pense. La première maladie dont on va parler, qui est une maladie tendance en réalité, c'est le coronavirus. D'accord ? On va explorer cette thématique sous un angle un petit peu politique et social, et géopolitique aussi, c'est important de le faire. Après cela, si vous le permettez, on va parler d'une autre maladie, Alassane Ouattara, maladie politique réelle pour le continent africain. D'accord ? Je pense que là aussi, on doit être capable d'analyser ce qui se passe par rapport à sa prétendue dernière déclaration qui vise à faire croire qu'il se retire de la politique. Et certains veulent nous le présenter comme un Mandela. Lui, c'est plutôt un Mandelache, pas un Mandela. Et on pourrait rentrer dans les détails de ça, mais on le fera tout à l'heure. On parlera ensuite d'une autre maladie qui touche beaucoup les Africains. Bon, la jalousie, la calomnie, etc., ça on le sait. Mais en dehors de ça, on parlera de la maladie du troisième mandat, qui est une maladie très répandue, un virus très puissant là aussi en Afrique. On parlera aussi, si vous le permettez, d'une autre maladie politique, Alpha Condé, qui est une vraie maladie dont l'attitude qu'il a à l'heure actuelle pour la population africaine. Nous y reviendrons. Et donc cela, je pense, nous permettra d'avoir une vision panoramique sur tout ce qui se passe dans les grands axes pour notre peuple et pour tous ceux qui sont épris de justice, quels qu'ils soient. Alors, premier point, le coronavirus. Alors, le coronavirus, on ne va pas commencer à rentrer dans une genèse médicale, etc. Ce n'est pas notre métier, d'accord ? On fait de l'activisme politique et on fait du décryptage géopolitique aussi. Mais il est intéressant de souligner que cette maladie, tout le monde entend parler, c'est en train de toucher beaucoup de gens, même si certains disent qu'on grossit trop le trait par rapport à la population mondiale. Mais méfions-nous. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des cas qui sont dévoilés, et puis il y a d'autres cas qui ne sont pour l'instant pas présentés officiellement, et donc qui ne sont pas comptabilisés. Mais ce n'est pas parce qu'on entend un nombre de gens qui meurent que cela signifie qu'il n'y a que ces gens-là qui meurent. Je pense qu'il faut quand même que notre population et le monde entier prennent ça au sérieux. Il est intéressant de souligner que un des membres du gouvernement chinois a précisé que les autorités chinoises sont convaincues que le gouvernement américain est à la base de la conception de ce virus-là, et il pense que c'est une arme bactériologique. Et je pense que ceux qui ont étudié un petit peu l'histoire, notamment avec Wouter Basson, médecin en Afrique du Sud qui avait créé un gaz uniquement pour tuer les Noirs,
je souhaite ardemment que les gens arrêtent d'être dans Mamadou au pays des merveilles en pensant que les maladies tombent du ciel comme ça, etc. Il y a des gens qui veulent la réduction de la population, on appelle ça le malthusianisme, d'accord, de Malthus. Et ce malthusianisme, c'est les oligarchies pensent qu'il faut réduire la population. Donc ça, c'est pas du complotisme de bas étage, hein, c'est une réflexion politique de fond, c'est une réalité. Il y a une surpopulation mondiale par rapport aux ressources. Et il se trouve que les ressources en plus sont capturées par une minorité qui ne veut pas les partager. Et donc plutôt que mieux les partager, la minorité préfère réduire la population mondiale. Ça, c'est un premier axe. Le deuxième axe qui est aussi intéressant d'être souligné, c'est que les deux pays qui ont été touchés en premier, c'était la Chine et l'Iran. Et comme le dit donc le membre du gouvernement chinois, quels sont les deux pays qui sont considérés comme les pires ennemis d'une autre nation? Bien, c'est la Chine et l'Iran, ennemis de qui? Des États-Unis. Il est aussi intéressant de montrer comment Donald Trump a réagi face à cette épidémie. We will confront this challenge together, and we will continue to do exactly what we're doing, and we're going to be very successful. A lot of things are happening, a lot of very exciting things are happening. Il a parlé avec une légèreté, il a parlé avec une assurance, il a parlé avec le fait de « vous inquiétez pas, on va trouver un vaccin et puis nos laboratoires, le lobby pharmaceutique, va permettre de sauver l'humanité de ce virus ». Certaines mauvaises voix, certaines mauvaises langues vous diront que l'antidote est déjà trouvé depuis longtemps et que certains savent très bien ce qu'ils font. Mais le problème, c'est que comme le dit justement ce verset, l'homme fait ses plans, mais Dieu est le meilleur des planificateurs. Vous pouvez vouloir contaminer telle et telle région, mais l'être humain circule. Il y a ce qu'on appelle la transhumance. L'humain circule depuis la nuit des temps. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, bien que des pays aient été ciblés, étant donné que la Chine, c'est plus d'1 milliard d'habitants, et que les Chinois circulent beaucoup, tous ceux qui connaissent le Chinatown le savent pertinemment, eh bien, ceux qui pensaient que cette maladie allait être confinée à la Chine ou à l'Iran ont été très mal à l'aise de voir qu'en réalité, ça s'est diffusé partout. D'accord? Et donc le membre du gouvernement chinois dit que c'est une maladie qui a été importée dans leur pays. Moi j'y crois, je ne crois pas que c'est quelque chose qui vienne de Chine, c'est mon point de vue. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été conceptualisé et qui, comme le disent les autorités chinoises, a été fait pour nuire à ces pays. Mais ça s'est disséminé. Et l'ironie du sort, c'est laquelle? C'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous souvenez d'ailleurs comment certains médias français riaient et se moquaient des Chinois lorsqu'on parlait du coronavirus, ils appelaient le coronavirus le péril jaune. Un titre d'un racisme et d'une xénophobie la plus crasse, mais qui n'est pas surprenante quand on connaît quand on sait comment fonctionne l'oligarchie française de manière générale. Et il se trouve que les mêmes qui appelaient cette maladie le péril jaune, aujourd'hui, eh bien, sont dans un état d'alerte maximale, en tout cas quasiment maximal, puisque le péril prétendument jaune est devenu un péril bleu-blanc-rouge, puisque la France, elle aussi, est touchée. C'est devenu aussi un péril vert-blanc-rouge d'un pays, l'Italie, qui s'est manifesté de manière spectaculaire ces dernières années, il faut quand même qu'on le précise. Moi, ça ne me gêne pas, hein. C'est-à-dire que les pays qui veulent montrer leur xénophobie, etc., moi, je sais qu'on est dans un royaume qui est une jungle humaine, et où l'être humain n'existe pas forcément par le biais des sentiments. Et donc il faut que chacun puisse se prémunir et se défendre, et c'est pour ça que j'ai toujours dit à notre peuple, comme le disait mon maître intégral Marcus Garvey, comme le disait le docteur Khalid Mohamed, n'allez pas vous mélanger à des gens qui vous ont toujours montré leur mépris. C'est aussi une question de dignité sur le terrain identitaire. Arrêtez de demander une place chez les autres et renforçons-nous nous-mêmes. C'est très important de le faire. Mais donc l'Italie a montré depuis des années que ce n'était pas une très grande africanophile sur un certain nombre de points. J'en parlais d'ailleurs avec certaines personnes en Italie, certains frères et sœurs africains, d'accord. Et j'en parlais aussi avec certains Italiens, à l'époque où je parlais encore avec eux, le mouvement 5 étoiles, notamment le militant tendance de la gauche dure, Alessandro Di Battista, membre du mouvement et cadre, un des leaders du mouvement 5 étoiles. Je disais que, bien sûr que tous les Italiens ne sont pas comme ça, mais il y a quand même un problème réel de négrophobie dans ce pays. Et peut-être que la solution pour éviter ça, c'est qu'en effet, chacun s'occupe
défendre ses propres intérêts et que chacun retrouve son espace, parce qu'être traité comme un sous-homme dans leur pays, c'est pas positif. Mais l'Italie, en tout cas, se présentait comme un pays qui refuse, avec l'autre abruti de Matteo Salvini, qui refuse aux autres de venir lorsqu'ils fuient certains périls, lorsqu'ils fuient certains drames, lorsque les Syriens fuient la guerre, lorsque d'autres fuient le bombardement en Libye, etc., etc. L'Italie les recalait, les refusait et tout ce qui s'ensuit. Il faut le rappeler, notamment par le biais de Matteo Salvini. Et quelle ironie du sort que de retrouver les mêmes qui, d'ailleurs, parfois certains d'entre eux, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode à Venise, où un noir s'était noyé dans la mer, dans le fleuve, et les Italiens, les passants italiens, photographiaient le noir en train de se noyer et riaient. Donc Venise, c'est romantique pour certains, mais c'est chaotique pour d'autres. Sans faire d'essentialisme, mais il y a quand même un fond de réalité dedans, et je pense que personne n'en disconviendra. Eh bien, c'est marrant que aujourd'hui, ce pays qui a été le chevalier de la lutte contre la venue des migrants voit un certain nombre de ses habitants, d'accord, bien souvent ceux qui sont de classe un peu plus aisée, parce que les pauvres, malheureusement, les prolétaires dans le monde entier ne peuvent pas bouger comme ils le souhaitent, mais donc qui se sont rués sur les derniers vols pour prendre l'avion, pour ensuite faire des croisières et atterrir dans des bateaux comme Costa Magica. Donc, ils sont dans une croisière à l'heure actuelle. Costa Magica est en train d'accoster dans les Caraïbes. Et ça a provoqué la colère de mes petits frères et sœurs militants, que je salue d'ailleurs profondément, d'accord, notamment en Martinique, qui ont dit, mais on ne comprend pas, il y a du coronavirus dans ce bateau, pourquoi voulez-vous qu'on accepte que les Italiens viennent? Et je rappelle cette chose-là parce que c'est assez ironique. Les Italiens ont montré leur mépris de manière globale des populations dites non occidentales, et maintenant qu'elles doivent vivre dans ce drame de la fuite vis-à-vis des dangers qui les guettent, parce que le coronavirus n'est pas un jeu, eh bien qu'est-ce qui se passe? Ils comprennent peut-être la sensation d'être, entre guillemets, un migrant. Là aussi, vous verrez la différence de traitement médiatique. Quand des non-occidentaux voyagent aux quatre coins du monde, on les appelle des migrants. Quand les occidentaux voyagent aux quatre coins du monde ou fuient des dangers, on les appelle des touristes. Intéressant, la petite différence. Donc, et d'ailleurs, rappelons une chose, les Italiens, quand ils sont allés aux quatre coins du monde, à l'époque, les prolos, quand ils sont partis voyager, ils sont allés aux États-Unis, ils sont allés à différents endroits en Amérique latine. Eux, c'était des explorateurs, ou c'était les gens qui venaient civiliser. Mais quand c'est nous, ça pose problème. Je pense que l'empathie, c'est peut-être aussi la leçon que Dieu donne. Je ne dis pas que Dieu, bien évidemment, a contribué ou a créé le coronavirus, mais ce qui est sûr, c'est que les esprits malfaisants qui ont créé ce virus-là ne savaient pas que Dieu allait aussi se servir de cela pour leçon vis-à-vis d'un certain nombre de gens. Et je pense que cela, ça mérite une réflexion de fond. Arrêtez de prôner pour d'autres ce que vous ne serez pas capable d'appliquer pour vous-même. Parce que quand vous êtes en danger, l'être humain, quand il est en danger, beaucoup partent, fuient. C'est la nature humaine qui est comme ça. Tout le monde n'est pas dans une démarche d'être kamikaze en tant que tel. Et donc, je pense qu'il faut, pour les Italiens, revenir un peu plus d'humilité, de pudeur. D'ailleurs, dans le bateau Costa Magica, il n'est pas surprenant que parmi ceux qui ont été présents dans la croisière, ces Italiens-là, précisons-le parce que c'est important, beaucoup viennent de Milan. Milan, l'une des villes les plus négrophobes et les plus xénophobes qui existent, la ville de Matteo Salvini à l'heure actuelle. Ça aussi, c'est intéressant à souligner. Donc, méditons dessus et revenons à de bons sentiments en ce qui concerne, moi je dis toujours, chacun chez soi et les moutons seront bien gardés. C'est ce que disait Marcus Garvey, c'est ce en quoi je crois profondément, c'est ce que disait le docteur Khalid Mohamed, mon maître politique et mon maître sur le terrain de la conscience historique, africaine, spirituelle, métaphysique de manière générale. Mais je précise quand même que quand bien même cette réalité est de fait, quand des gens fuient la misère, traitez-les avec dignité. Plutôt que de vous moquer d'eux, de les mépriser, alors que quand vous êtes confrontés au même problème, vous faites moins les malins. Certains fuient les bombes, d'accord? Vous les traitez avec mépris. Mais quand vous fuyez des risques, c'est même pas des risques, quand vous fuyez le coronavirus qui n'est pas forcément établi pour tout le monde, là, vous êtes surpris que les gens vous recalent. Je pense que chacun devra revenir à de meilleurs sentiments. Et dire cela, en ce qui concerne la réalité de la xénophobie présente en Italie, n'empêchant rien que dans une démarche de géopolitique pure, d'accord, et froide, on a appris nos leçons.
avec la manière dont l'être humain fonctionne de manière générale. Notre ONG, en observant les scansions qui existaient entre le gouvernement italien et le gouvernement français, et dans une volonté d'exposer encore plus le néocolonialisme français et le franc CFA et la France-Afrique de manière générale, c'est l'ennemi auquel on a affaire pour l'instant, eh bien qu'est-ce qu'on a fait? On est parti déposer à l'Assemblée nationale auprès du mouvement 5 étoiles, précisons-le, d'accord, pas le mouvement de l'autre criminel d'extrême droite Matteo Salvini, mais du mouvement anti-système de Alessandro Di Battista, militant de tendance de gauche de ce mouvement anti-système-là. On est parti déposer un dossier donc, sur le néocolonialisme français, sur la France-Afrique et sur le franc CFA. Pourquoi on a fait cela? Parce qu'on sait que pour amoindrir nos ennemis, il faut qu'on soit capable de donner des armes aux ennemis, des ennemis qui ne sont pas forcément nos amis, mais qui peuvent être ponctuellement, et ça a été un petit court temps, c'est le moins qu'on puisse dire, des alliés dans notre volonté de lutter contre le néocolonialisme français. Et donc on l'a fait sans croire que les autorités italiennes sont des amis des Africains, parce que c'est pas vrai, hein, qu'on soit très clair, mais il y a ennemi A, il y a ennemi B, il y a ennemi C, et quand parfois l'ennemi A et l'ennemi B se rentrent dedans, eh bien l'Africain est content parce que nous on a été divisés pour que eux règnent, nous aussi on s'est divisés pour que l'Afrique puisse se relever. Ça il faut le préciser. Donc constater la négrophobie ne nous a pas empêché de faire de la science politique pure, et nous continuerons aux quatre coins du monde à le faire avec tous ceux qui sont les ennemis de l'oligarchie française, qu'ils soient ponctuels ou éternels. Donc ça, je ferme la parenthèse sur ce terrain-là. Je précise quand même aussi que en ce qui concerne les contrôles, l'Afrique est beaucoup moins prise en charge, disons les choses telles qu'elles sont, sur cette question du coronavirus. Et donc j'encourage les pouvoirs publics à faire beaucoup plus d'efforts pour contrôler les gens, pour faire en sorte qu'on soit certain que personne ne l'est, ou que le moins possible de personnes ne l'est. Quand les gens viennent à l'aéroport, il faudrait qu'on puisse avoir la possibilité de faire des tests en tant que tel, parce que pour l'instant, c'est des formulaires qu'on remplit. Les gens remplissent des formulaires. Quelqu'un peut être malade et dire non, il n'a rien, et on le laisse rentrer. Donc ça, pour tous nos pays de manière générale, je pense qu'il faut faire un gros travail de contrôle dessus. J'ai une pensée aussi pour nos frères et sœurs du Sénégal qui ont été contaminés par, et ça c'est problématique, il y a un touriste français qui est venu, un touriste toubab qui est venu et qui était malade, et ça a été le premier cas au Sénégal. Et comme par hasard, c'était quelques temps après que nous, on soit expulsés. Et ça m'a fait mal, ça m'a fait mal. Et j'espère que tout va bien se passer, en tout cas pour le Sénégal, parce que malgré la bêtise et la stupidité crasse de ses dirigeants, ça reste un pays que j'aime énormément. Passons maintenant à une autre étape en ce qui concerne les maladies qui touchent le monde, et en tout cas qui touchent l'Afrique, la Ouattari. Alors, comme vous le savez, Alassane Dramane Ouattara, l'une des plus grandes maladies politiques que l'Afrique francophone ait connue, Alassane Dramane Ouattara a annoncé qu'il ne se présentait plus aux élections. Alors c'est quelque chose qui m'a fait sourire, c'est qu'on a vu un certain nombre de frères et sœurs crier victoire en disant c'est bon, il arrête. En fait, on vit dans des états tellement malades que quand quelqu'un déclare qu'il ne se présente pas plus de 2 fois, on voit ça comme un miracle. Mais non, c'est quelque chose de normal. Et j'ai envie de vous dire que ça ne trompe personne. Ouattara a fait un dribble à la Ronaldinho. Il part à droite alors qu'en réalité il va à gauche. Une pensée pour lui d'ailleurs, parce que je crois qu'il est en prison à l'heure actuelle au Paraguay. D'accord, le frère Ronaldinho. Ouattara a fait croire qu'il ne se présentait plus, alors qu'en réalité, dans la démarche qui est la sienne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été dans cette optique de mobiliser ses troupes pour que la Ouattari puisse plus que jamais gagner les prochaines élections. Ouattara quitte en tant qu'individu, soi-disant, dans l'image, le pouvoir, un peu comme Kabila qui dit qu'il arrête de diriger alors que tout le monde sait que c'est lui le dirigeant de RDC aujourd'hui, qu'on soit clair, que personne ne soit naïf. Et de l'autre côté, il prépare toutes les structures, toutes ces équipes pour que celles-ci puissent rafler le pouvoir lors des prochaines élections qui seront sans doute sur certains points truquées malheureusement. Il est d'ailleurs aussi en train de faire un tripatouillage électoral pour qu'il puisse d'une façon ou d'une autre garder son hégémonie, parce que ne nous trompons pas, Ouattara c'est le symbole en termes de maladie du néolibéralisme le plus putréfié, et je pense qu'il est important de le préciser. Ouattara c'est le symbole du tribalisme le plus maladif. Et quand je dis tribalisme, tribalisme sélectif, parce que ce n'est pas tous les gens du Nord qui sont aimés par Ouattara. Guillaume Soro en sait quelque chose, Soul en sait quelque chose, et toutes les personnes qui étaient avec lui mais qui ont eu l'outrecuidance de remettre en question par la suite sa manière de gouverner ont été pourchassées, ont été persécutées. Donc
ce n'est pas tous les gens du Nord, comme Ouattara l'a fait croire, qui sont protégés par lui. Ce sont les gens du Nord qui lui sont soumis. Donc Ouattara, même dans son tribalisme, c'est un tribalisme qui est vicié. C'est une maladie, c'est un syndrome d'imbécilité dramatiquement acquise, d'accord, pour la population africaine. C'est un mal réel, c'est un mal de fond. Et je demande à l'opposition d'agir à l'unisson pour que Ouattara ne puisse pas gagner les prochaines élections. Et quand je dis Ouattara, je parle de son camp, de son clan. Parce que même s'il ne se présente pas, c'est son équipe. Et à travers son équipe, ça sera lui qui sera là. Parce que son but, c'est de maintenir les accords qu'il a passés avec les multinationales occidentales. Son but, c'est de maintenir les accords qu'il a passés avec les grandes entreprises françaises. Son but, c'est de maintenir les accords qu'il a passés avec toutes les infrastructures de manière générale qui lui ont donné des bacs chiches pour s'installer en Côte d'Ivoire. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas l'impression que vous êtes en Afrique. On se dit les choses telles qu'elles sont, il y a plus d'entreprises occidentales et françaises en Côte d'Ivoire qu'il y en a même en France ou en Occident. Il faut que quand même les gens commencent à réfléchir sur cette réalité-là. Vous allez à Abidjan, vous n'avez pas l'impression, s'il n'y a pas la population ivoirienne, vous n'avez pas l'impression que vous êtes en Afrique. Parce que les infrastructures, tous les commerces, la plupart des grands commerces, ce sont des entreprises françaises, les entreprises occidentales. Ça fait mal. Et Ouattara ne va jamais laisser passer ce magot. Je pense qu'il faut aussi qu'on soit capable de le dire. Et donc, je demande à tous les pontes de l'opposition, certains avec lesquels je parle, je pense d'ailleurs à ma maman avec laquelle je m'entretiens de temps à autre directement au téléphone, Simone Gbagbo. Je pense à mon grand frère avec qui je m'entretiens quand j'en ai la possibilité, le professeur Mamadou Koulibaly, que j'aime énormément, qui est un politicien affûté, d'accord, et à ma grande sœur que j'aime énormément, Nathalie Yamb. Je parle aussi pour les autres, que ce soit le président, le papa Laurent Gbagbo. Je parle aussi pour mon frère qui m'a envoyé une délégation il y a quelques semaines au centre Panaf, Charles Blé Goudet. Je vous en supplie, vous tous, et j'allais oublier Guillaume Soro et son conseiller redoutable et efficace Franklin Nyamsi. Je vous en supplie, vous tous, unissez-vous. Quelles que soient les différences, faites en sorte que la Ouattari puisse être abattue politiquement lors des prochaines élections. Il en va de l'avenir de toute l'Afrique, de la zone franc, de toute l'Afrique francophone. Si on veut démanteler la France-Afrique, il faut démanteler la Ouattari. Et si la Ouattari est un virus, ne nous trompons pas, le seul antidote à ce virus, c'est le panafricanisme et c'est l'unité entre nous. S'il n'y a pas ça, on ne sera pas capable d'avancer et il faut qu'on ait donc cette dynamique de pouvoir plus que jamais s'organiser, aller au-delà des clivages pour faire front commun contre l'adversaire commun. Donc la Ouattari est une maladie, son antidote c'est notre unité, de Laurent Gbagbo à Bédié en passant par Guillaume Soro, en passant par le professeur Koulibaly, en passant par le frère Charles Blé Goudet, d'accord. Et d'ailleurs je le salue, Charles, le frère Charles, on aura l'occasion de se croiser le moment venu. Malheureusement, l'emploi du temps ne permet pas qu'on puisse se déplacer très rapidement, mais j'ai été très touché, je le redis ici devant la caméra, par la délégation que tu nous as envoyée au centre Panaf ici à Cotonou, d'accord. Et je veux que tu saches que nous sommes frères. On aurait dû se rencontrer bien longtemps avant, mais peut-être qu'il faut parfois des épreuves pour que les frères se rapprochent. Et donc je veux que tu saches, là où tu es, que nous sommes ensemble. Voilà, je ferme la parenthèse par rapport à la Côte d'Ivoire. La Ouattari est une maladie. Une autre maladie aussi qui est importante de rappeler, la maladie des mandats illimités. Et la maladie des mandats illimités, malheureusement, le Togo l'a testé encore une fois avec son effroyable président Faure Gnassingbé, criminel politique, champion, c'est le Real Madrid du trucage des élections en ce qui concerne Faure Gnassingbé, très fort pour truquer les élections, très fort pour acheter aussi des partis d'opposition de telle sorte qu'ils se présentent comme des partis d'opposition, mais en réalité ce sont des partis du camp présidentiel. Et donc on en vient à un seul constat, la seule force d'opposition dans la plupart de nos pays, et le Togo n'y fait pas exception, c'est la société civile. Et je passe d'ailleurs la paix à ceux qui sont réellement des opposants dans cette société civile. Je passe la paix à ma petite sœur Farida Nabourema, j'espère que je ne fais pas d'erreur, qui, je le sais d'après ce qu'on m'a dit, mène un travail de fond pour faire avancer les choses en ce qui concerne le Togo. Et je veux qu'elle sache qu'elle a toute notre affection et que nous sommes solidaires d'elle. On prend des coups partout, mais on voit ce qui se passe un peu partout et nous sommes ensemble. Voilà, ça c'est important de le préciser. J'ai appris qu'il y a d'autres personnes qui par contre étaient dans l'opposition et qui ont été achetées, ça me fait mal, d'accord. Mais il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre voie. La société civile est le seul vrai parti d'opposition. Les partis d'opposition politique aujourd'hui sont souvent des partis qui font partie du système. Et donc il faut que la société civile puisse se constituer suffisamment en force, organisée, structurée, en faisant taire les égos, pour que les voix les plus audibles puissent être les voix qui se présentent aux élections. Il n'y a pas d'autre choix, sans quoi on ne pourra pas avancer. Pour l'instant,
les partis politiques des caciques d'opposition font partie du problème et pas des solutions. Et c'est ce qui entraîne que les dictateurs continuent à diriger nos pays, même si ça ne se fera pas ad vitam aeternam, nous le disons là aussi. Autre illustration de cette maladie du mandat illimité, même si les élections étaient reportées momentanément, c'est la Guinée-Conakry de M. Alpha Condé. Eh bien, Alpha Condé est tenté par le tripatouillage constitutionnel afin de pouvoir se présenter ad vitam aeternam. Et là, encore une fois, nous lui disons, Alpha, toi qui étais le champion, soi-disant, de la démocratie quand tu étais à la Fédération des étudiants d'Afrique noire, d'accord, la FEANF, il est temps d'arrêter la mascarade. Toi, l'ami de Sarkozy, toi, l'ami de Georges Soros, oui, je le dis, je ne vais pas te vouvoyer, président Alpha Condé, parce que certains nous disent, oui, il faut respecter les anciens. Nous respectons les anciens respectables. C'est la majorité en Afrique. Mais nos chefs d'État, vous êtes des anciens qui ne sont pas respectables dans l'Afrique de la zone franc ou dans l'Afrique francophone, puisque la Guinée-Conakry n'est pas dans la zone franc. Vous êtes les champions de la corruption. Vous êtes le champion de l'injustice sociale. Vous dites que vous voulez le respect aux aînés, mais vous laissez crever les aînés, les vrais aînés prolétaires qui sont dans nos pays. Parce qu'il y a des vieux pauvres dans nos pays, vous les laissez crever. Et c'est la bourgeoisie que vous êtes, hein, qui se gargarise avec ses petits fours, avec ses caviars. C'est vous autres qui profitez des richesses de nos pays, et pendant que notre population vit en dessous du seuil de pauvreté. Ce n'est plus acceptable. Alpha Condé laisse le pouvoir. Arrêtez de toujours penser que les pays, quand vous accédez à la présidence, deviennent vos entreprises privées. C'est l'entreprise du peuple, ça doit servir le peuple, par le peuple, pour le peuple, et non pas les multinationales occidentales et vos poches par la suite, comme vous le faites de manière générale. Et donc nous appelons l'opposition guinéenne à agir en rang serré, d'accord, de manière solidaire, à taire les égos. Et là, encore une fois, comme nous l'avons dit pour la Côte d'Ivoire, si l'opposition est divisée, ne nous faisons pas d'illusions. Il est certain que que la dictature va continuer. Donc il en va de notre responsabilité. On dit toujours qu'un groupe ou une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Il est temps que l'on soit soudé sur ce terrain-là pour que l'on puisse avancer. Et je conclurai ma réflexion, parce qu'on m'attend, par une petite note en ce qui concerne l'autre maladie. J'en parle souvent, mais c'est une réalité, qui est la jalousie, qui est la convoitise, qui est l'envie, qui est la calomnie qui existe dans la population. Il y a des gens, ce n'est pas la majorité, il ne faut pas non plus essentialiser parce que notre peuple est un peuple digne et profond, mais il y a des gens qui sont malades dans notre population. Il y a des gens qui, lorsqu'ils voient des personnes, femmes ou hommes qui ont des lumières, leur obsession, ça va être de tout faire pour salir la lumière de ces derniers. Au lieu que ça crée une émulation et qu'eux activent leur lumière parce qu'on a tous une lumière, leur objectif va être de mentir, de salir, d'insulter ou de, comment dirais-je, d'inventer des choses sur des gens qui ont une aura ou qui ont plus d'audience ou qui ont quelque chose de plus qu'eux. Moi, je dis à ces derniers, vous êtes des cas psychiatriques. Soignez-vous. Je sais que vous souffrez d'avoir raté vos vies, mais il n'est jamais trop tard pour la réussir. Vraiment. Soignez-vous. Parce que je dis, la jalousie tue plus en Afrique ou dans le monde noir de manière générale que le coronavirus. Il faut que chacun réfléchisse à ça. La jalousie tue plus, Sankara le sait, Malcolm X l'a su. D'accord ? Beaucoup de gens le savent aujourd'hui, nous le savons, mais vous ne nous blaguerez pas éternellement. Le peuple ouvre les yeux aujourd'hui. D'accord ? Et c'est pour ça que nous vous disons, quand les gens lancent des calomnies, nous ne répondons jamais. Jamais. Parce que nous savons que citer vos noms, s'adresser à vous, c'est vous donner de la force. Mais soignez-vous, parce que vous êtes des gens malheureux. Des gens très malheureux. Nous, l'amour, on n'en manque pas. Le peuple sait qui se bat pour lui. C'est qui risque sa vie pour lui. Et vous qui êtes malade là, je vous en supplie, pour vous, pas pour nous, soignez-vous. On vous aime. Que la paix soit sur vous. Ils finiront par comprendre. À très bientôt.